Le contrat de mariage par Honoré de Balzac, partie 3 du livre audio. Pendant que les deux notaires s'en allaient ainsi paisiblement, sans autre émotion qu'un peu de chaleur à la gorge, Paul et Madame Évangélista se trouvaient en proie à cette trépidation de nerfs, à cette agitation précordiale, à ces tressaillements de moelle et de cervelle que ressentent les gens passionnés après une scène où leurs intérêts et leurs sentiments ont été violemment secoués. Chez Madame Évangélista, ces derniers grondements de l'orage étaient dominés par une terrible réflexion, par une lueur rouge qu'elle voulait éclaircir. Maître Mathias n'aurait-il pas détruit en quelques minutes mon ouvrage de 6 mois, se dit-elle. N'aurait-il pas soustrait Paul à mon influence en lui inspirant de mauvais soupçons pendant leur conférence secrète dans le petit salon? Elle était debout devant sa cheminée, le coude appuyé sur le coin du manteau de marbre, toute songeuse. Quand la porte cochère se ferma sur la voiture des deux notaires, elle se retourna vers son gendre, impatientée de résoudre ses doutes. « Voilà la plus terrible journée de ma vie !» s'écria Paul, vraiment joyeux de voir ses difficultés terminées. « Je ne sais rien de plus rude que ce vieux père Mathias. Que Dieu l'entende et que je devienne père de France. Chère Nathalie, je le désire maintenant plus pour vous que pour moi. Vous êtes toute mon ambition, je ne vis qu'en vous. » En entendant cette phrase accentuée par le cœur, en voyant surtout le limpide azur des yeux de Paul, dont le regard, aussi bien que le front, n'accusait aucune arrière-pensée, la joie de Madame Évangélista fut entière. Elle se reprocha les paroles un peu vives par lesquelles elle avait éperonné son gendre. Et, dans l'ivresse du succès, elle se résolut à rasséréner l'avenir. Elle reprit sa contenance calme, fit exprimer à ses yeux cette douce amitié qui la rendait si séduisante, et répondit à Paul. « Je puis vous en dire autant. Aussi, cher enfant, peut-être ma nature espagnole m'a-t-elle emporté plus loin que mon cœur ne le voulait. Soyez ce que vous êtes, bon comme Dieu. Ne me gardez point rancune de quelques paroles inconsidérées. Donnez-moi la main. » Paul était confus. Il se trouvait 1000 torts. Il embrassa Madame Évangélista. « Cher Paul, dit-elle tout émue, pourquoi ces deux escogriffe n'ont-ils pas arrangé cela sans nous, puisque tout devait si bien s'arranger ? » « Je n'aurais pas su, dit Paul, combien vous étiez grande et généreuse. »« Bien cela, Paul, dit Nathalie en lui serrant la main. »« Nous avons, dit Madame Évangélista, plusieurs petites choses à régler, mon cher enfant. Ma fille et moi, nous sommes au-dessus de niaiseries auxquelles certaines gens tiennent beaucoup. Ainsi, Nathalie n'a nul besoin de diamants, je lui donne les miens. »« Ah, chère mère, croyez-vous que je puisse les accepter ?» s'écria Nathalie. « Oui, mon enfant, ils sont une condition du contrat. »« Je ne le veux pas, je ne me marierai pas, » répondit vivement Nathalie. « Gardez ces pierreries que mon père prenait tant de plaisir à vous offrir. Comment monsieur Paul peut-il exiger ?»« Tais-toi, chère fille, » dit la mère, dont les yeux se remplirent de larmes. « Mon ignorance des affaires exige bien davantage. »« Quoi donc ? » ?»« Je vais vendre mon hôtel pour m'acquitter de ce que je te dois. »« Que pouvez-vous me devoir, dit-elle, à moi qui vous dois la vie ? Puis-je m'acquitter jamais envers vous, moi ? Si mon mariage vous coûte le plus léger sacrifice, je ne veux pas me marier. »« Enfant !»« Chère Nathalie, dit Paul, comprenez donc que ce n'est ni moi, ni votre mère, ni vous qui exigeons ces sacrifices, mais les enfants. »« Et si je ne me marie pas ?» dit-elle en l'interrompant. « Vous ne m'aimez donc point ?» dit Paul. « Allons, petite folle, crois-tu qu'un contrat soit un château de cartes sur lequel tu puisses souffler à plaisir ? Chère ignorante, tu ne sais pas combien nous avons eu de peine à bâtir un majorat à l'aîné de tes enfants. Ne nous rejette pas dans les ennuis d'où nous sommes sortis. »« Pourquoi ruiner ma mère ?» dit Nathalie en regardant Paul. « Pourquoi êtes-vous si riche ?» répondit-il en souriant. « Ne vous disputez pas trop, mes enfants.
Vous n'êtes pas encore marié, dit madame Évangélista. Paul, reprit-elle, il ne faut donc ni corbeille, ni joyaux, ni trousseau. Nathalie a tout à profusion. Réservez plutôt l'argent que vous auriez mis à des cadeaux de noces pour vous assurer à jamais un petit luxe intérieur. Je ne sais rien de plus sottement bourgeois que de dépenser 100 000 francs à une corbeille de laquelle il ne subsiste rien un jour qu'à un vieux coffre en satin blanc. Au contraire, 5 000 francs par an attribués à la toilette évitent 1000 soucis à une jeune femme et lui restent pendant toute la vie. D'ailleurs, l'argent d'une corbeille sera nécessaire à l'arrangement de votre hôtel à Paris. Nous reviendrons à Lanstrac au printemps, car pendant l'hiver, Solonet aura liquidé mes affaires. Tout est pour le mieux, dit Paul au comble du bonheur. Je verrai donc Paris, s'écria Nathalie avec un accent qui aurait justement effrayé un de Marsay. Si nous nous arrangeons ainsi, dit Paul, je vais écrire à de Marsay de me prendre une loge aux Italiens et à l'Opéra pour l'hiver. Vous êtes bien aimable, je n'osais pas vous le demander, dit Nathalie. Le mariage est une institution fort agréable, si elle donne aux maris le talent de deviner les désirs de leurs femmes. Ce n'est pas autre chose, dit Paul. Mais il est minuit, il faut partir. Pourquoi si tôt, aujourd'hui, dit madame Évangélista, qui déploya les câlineries auxquelles les hommes sont si sensibles. Quoique tout se fût passé dans les meilleurs termes, et selon les lois de la plus exquise politesse, l'effet de la discussion de ses intérêts avait néanmoins jeté chez le gendre et chez la belle-mère un germe de défiance et d'inimitié, prêt à lever au premier feu d'une colère ou sous la chaleur d'un sentiment trop violemment heurté. Dans la plupart des familles, la constitution des dots et les donations à faire au contrat de mariage engendrent ainsi des hostilités primitives, soulevées par l'amour-propre, par la lésion de quelques sentiments, par le regret des sacrifices et par l'envie de les diminuer. Ne faut-il pas un vainqueur et un vaincu lorsqu'il s'élève une difficulté ? Les parents des futurs essaient de conclure avantageusement cette affaire à leurs yeux purement commerciale, et qui comporte les ruses, les profits, les déceptions du négoce. La plupart du temps, le mari seul est initié dans les secrets de ces débats, et la jeune épouse reste, comme le fut Nathalie, étrangère aux stipulations qui la font ou riche ou pauvre. En s'en allant, Paul pensait que, grâce à l'habileté de son notaire, sa fortune était presque entièrement garantie de toute ruine. Si madame Évangélista ne se séparait point de sa fille, leur maison aurait au-delà de 100 000 francs à dépenser par an. Ainsi, toutes ses prévisions d'existence heureuse se réalisaient. « La belle-mère me paraît être une excellente femme, » se dit-il, encore sous le charme des patelineries par lesquelles madame Évangélista s'était efforcée de dissiper les nuages élevés par la discussion. Mathias se trompe. Ces notaires sont singuliers, ils enveniment tout. Le mal est venu de ce petit ergoteur de Solonet, qui a voulu faire l'habile. Pendant que Paul se couchait en récapitulant les avantages qu'il avait remportés dans cette soirée, madame Évangélista s'attribuait également la victoire. « Eh bien, mère chérie, es-tu contente ?» dit Nathalie en suivant sa mère dans sa chambre à coucher. « Oui, mon amour, » répondit la mère. « Tout a réussi selon mes désirs, et je me sens un poids de moins sur les épaules qui ce matin m'écrasaient. Paul est une excellente pâte d'homme. Ce cher enfant, oui, certes, nous lui ferons une belle existence. Tu le rendras heureux et moi je me charge de sa fortune politique. L'ambassadeur d'Espagne est un de mes amis. Je vais renouer avec lui, comme avec toutes mes connaissances. Oh, nous serons bientôt au cœur des affaires. Tout sera joie pour nous. À vous les plaisirs, chers enfants. À moi les dernières occupations de la vie, le jeu de l'ambition. Ne t'effraie pas de me voir vendre mon hôtel. Crois-tu que nous revenions jamais à Bordeaux, à Lanstrac ? Oui. Mais nous irons passer tous les hivers à Paris, où sont maintenant nos véritables intérêts. Eh bien, Nathalie, est-il si difficile de faire ce que je te demandais ? Ma petite mère, par moments, j'avais honte. Solonet me conseille de mettre mon hôtel en rente viagère, se dit madame Évangélista. Mais il faut faire autrement. Je ne veux pas t'enlever un liard de ma fortune. Je vous ai vus tous bien en colère, dit Nathalie.
Comment cette tempête s'est-elle donc apaisée ? Par l'offre de mes diamants, répondit madame Évangélista. Solonais avait raison. Avec quel talent il a conduit l'affaire. Mais, dit-elle, prends donc mon écrin, Nathalie. Je ne me suis jamais sérieusement demandé ce que valent ces diamants. Quand je disais 100 000 francs, j'étais folle. Madame de Guillasse ne prétendait-elle pas que le collier et les boucles d'oreilles que m'a donné ton père le jour de notre mariage valaient au moins cette somme ? Mon pauvre mari était d'une prodigalité. Puis mon diamant de famille, celui que Philippe II a donné au duc d'Albe et que m'a légué ma tante, le discreto, fut, je crois, estimé jadis 4 000 quadruples. Nathalie apporta sur la toilette de sa mère ses colliers de perles, ses parures, ses bracelets d'or, ses pierreries de toute nature, et les y entassa complaisamment en manifestant l'inexprimable sentiment qui réjouit certaines femmes à l'aspect de ces trésors avec lesquels, suivant les commentateurs du Talmud, les anges maudits séduisirent les filles de l'homme en allant chercher au fond de la terre ces fleurs du feu céleste. « Certes, dit madame Évangélista, quoiqu'en fait de joyaux, je ne sois bonne qu'à les recevoir et à les porter, il me semble qu'en voici pour beaucoup d'argent. Puis, si nous ne faisons plus qu'une seule maison, je peux vendre mon argenterie, qui, seulement au poids, vaut 30 000 francs. Quand nous l'avons apporté de Lima, je me souviens qu'ici la douane lui attribuait cette valeur. Solonais a raison. J'enverrai chercher Élie Magus. Le juif m'estimera ses écrins. Peut-être serai-je dispensée de mettre le reste de ma fortune à fond perdu. Le beau collier de perles, dit Nathalie. J'espère qu'il te le laissera, s'il t'aime. Ne devrait-il pas faire remonter tout ce que je lui remettrai de pierreries et te les offrir ? D'après le contrat, les diamants t'appartiennent. Allons, adieu, mon ange. Après une si fatigante journée, nous avons toutes deux besoin de repos. La petite maîtresse, la créole, la grande dame, incapable d'analyser les dispositions d'un contrat qui n'était pas encore formulé, s'endormit donc dans la joie en voyant sa fille mariée à un homme facile à conduire, qui les laisserait toutes deux également maîtresses au logis et dont la fortune, réunie au leur, permettrait de ne rien changer à leur manière de vivre. Après avoir rendu ses comptes à sa fille, dont toute la fortune était reconnue, madame Évangélista se trouvait encore à son aise. « Étais-je folle de t'en inquiéter ?» se dit-elle. « Je voudrais que le mariage fût fini. » Ainsi, madame Évangélista, Paul, Nathalie et les deux notaires étaient tous enchantés de cette première rencontre. Le Te-Deum se chantait dans les deux camps, situation dangereuse. Il vient un moment où cesse l'erreur du vaincu. Pour la veuve, son gendre était le vaincu. Le lendemain matin, Élie Magus vint chez madame Évangélista, croyant, d'après les bruits qui couraient sur le mariage prochain de mademoiselle Nathalie et du comte Paul, qu'il s'agissait de parures à leur vendre. Le juif fut donc étonné en apprenant qu'il s'agissait au contraire d'une prisée quasi légale des diamants de la belle-mère. L'instinct des juifs, autant que certaines questions captieuses, lui fit comprendre que cette valeur allait sans doute être comptée dans le contrat de mariage. Les diamants n'étant pas à vendre, il les prisa comme s'ils devaient être achetés par un particulier chez un marchand. Les joailliers seuls savent reconnaître les diamants de l'Asie de ceux du Brésil. Les pierres de Golconde et de Visapour se distinguent par une blancheur, par une netteté de brillant que n'ont pas les autres, dont l'eau comporte une teinte jaune qui les fait, à poids égal, déprécier lors de la vente. Les boucles d'oreilles et le collier de madame Évangélista, entièrement composés de diamants asiatiques, furent estimés 250 000 francs par Élie Magus. Quant au discreto, c'était, selon lui, l'un des plus beaux diamants possédés par des particuliers. Il était connu dans le commerce et valait 100 000 francs. En apprenant un prix qui lui révélait les prodigalités de son mari, madame Évangélista demanda si elle pouvait avoir cette somme immédiatement. « Madame, répondit le juif, si vous voulez vendre, je ne donnerai que 75 000 du brillant et 160 000 du collier et des boucles d'oreilles. » « Et pourquoi ce rabais ?» demanda madame Évangélista, surprise. « Madame, répondit le juif, plus les diamants sont beaux, plus longtemps nous les gardons.
La rareté des occasions de placement est en raison de la haute valeur des pierres. Comme le marchand ne doit pas perdre les intérêts de son argent, les intérêts à recouvrer, joints aux chances de la baisse et de la hausse à laquelle sont exposées ces marchandises, expliquent la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Vous avez perdu depuis 20 ans les intérêts de 300 000 francs. Si vous portiez 10 fois par an vos diamants, ils vous coûtaient chaque soirée 1000 écus. Combien de belles toilettes n'a-t-on pas pour 1000 écus ? Ceux qui conservent des diamants sont donc des fous. Mais, heureusement pour nous, les femmes ne veulent pas comprendre ces calculs. Je vous remercie de me les avoir exposés. J'en profiterai. Vous voulez vendre ? Reprit avidement le juif. Que vaut le reste ? Dit madame Évangélista. Le juif considéra l'or des montures, mit les perles au jour, examina curieusement les rubis, les diadèmes, les agrafes, les bracelets, les fermoirs, les chaînes, et dit en marmottant. Il s'y trouve beaucoup de diamants portugais venus du Brésil. Cela ne vaut pour moi que 100 000 francs. Mais de marchand à chaland, ajouta-t-il, ces bijoux se vendraient plus de 50 000 écus. Nous les gardons, dit madame Évangélista. Vous avez tort, répondit Élie Magus, avec les revenus de la somme qu'ils représentent. En 5 ans, vous auriez d'aussi beaux diamants et vous conserveriez le capital. Cette conférence assez singulière fut connue et corrobora certaines rumeurs excitées par la discussion du contrat. En province, tout se sait. Les gens de la maison ayant entendu quelques éclats de voix supposèrent une discussion beaucoup plus vive qu'elle ne l'était. Leurs commérages avec les autres valets s'étendirent insensiblement, et, de cette basse région, remontèrent au maître. L'attention du beau monde et de la ville était si bien fixée sur le mariage de 2 personnes également riches, petit ou grand, chacun s'en occupait tant que 8 jours après, il circulait dans Bordeaux les bruits les plus étranges. Madame Évangélista vendait son hôtel. Elle était donc ruinée. Elle avait proposé ses diamants à Élie Magus. Rien n'était conclu entre elle et le comte de Manerville. Ce mariage se ferait-il ? Les uns disaient oui, les autres non. Les 2 notaires, questionnés, démentirent ces calomnies et parlèrent des difficultés purement réglementaires suscitées par la constitution d'un majorat. Mais, quand l'opinion publique a pris une pente, il est bien difficile de la lui faire remonter. Quoique Paul allât tous les jours chez madame Évangélista, malgré l'assertion des 2 notaires, les doucereuses calomnies continuèrent. Plusieurs jeunes filles, leur mère ou leur tante, chagrines d'un mariage rêvé pour elles-mêmes ou pour leur famille, ne pardonnaient pas plus à madame Évangélista son bonheur qu'un auteur ne pardonne un succès à son voisin. Quelques personnes se vengeaient de 20 ans de luxe et de grandeur que la maison espagnole avait fait peser sur leur amour-propre. Un grand homme de préfecture disait que les 2 notaires et les 2 familles ne pouvaient pas tenir un autre langage ni une autre conduite dans le cas d'une rupture. Le temps que demandait l'érection du majorat confirmait les soupçons des politiques bordelais. Ils amuseront le tapis pendant tout l'hiver. Puis, au printemps, ils iront aux eaux et nous apprendrons dans 1 an que le mariage est manqué. Vous comprenez, disaient les uns, que, pour ménager l'honneur des 2 familles, les difficultés ne seront venues d'aucun côté. Ce sera la chancellerie qui refusera. Ce sera quelque chicane élevée sur le majorat qui fera naître la rupture. Madame Évangélista, disaient les autres, menait un train auquel les mines de Valenciana n'auraient pas suffi. Quand il a fallu fondre la cloche, il ne se sera plus rien trouvé. Excellente occasion pour chacun de supputer les dépenses de la belle veuve afin d'établir catégoriquement sa ruine. Les rumeurs furent telles qu'il se fit des paris pour ou contre le mariage. Suivant la jurisprudence mondaine, ces caquetages couraient à l'insu des parties intéressées. Personne n'était ni assez ennemi ni assez ami de Paul ou de madame Évangélista pour les en instruire. Paul eut quelques affaires à Lanstrac et profita de la circonstance pour y faire une partie de chasse avec plusieurs jeunes gens de la ville, espèce d'adieu à la vie de garçon. Cette partie de chasse fut acceptée par la société comme une éclatante confirmation des soupçons publics. Dans ces conjonctures, madame de Guias, qui avait une fille à marier,
jugea convenable de sonder le terrain et d'aller s'attrister joyeusement de l'échec reçu par les évangélistas. Nathalie et sa mère furent assez surprises en voyant la figure mal grimée de la marquise et lui demandèrent s'il ne lui était rien arrivé de fâcheux. « Mais, dit-elle, vous ignorez donc les bruits qui circulent dans Bordeaux. Quoique je les croie faux, je venais savoir la vérité pour les faire cesser, sinon partout, au moins dans mon cercle d'amis. Être les dupes ou les complices d'une semblable erreur est une position trop fausse pour que de vrais amis veuillent y rester. » « Mais que se passe-t-il donc ?» dirent la mère et la fille. Madame de Gyas se donna le plaisir de raconter les dires de chacun, sans épargner un seul coup de poignard à ses deux amies intimes. Nathalie et madame Évangélista se regardèrent en riant, mais elles avaient bien compris le sens de la narration et les motifs de leur amie. L'Espagnol prit sa revanche à peu près comme Célimène avec Arsinoé. « Ma chère, ignorez-vous donc, vous qui connaissez la province, ignorez-vous ce dont est capable une mère quand elle a sur les bras une fille qui ne se marie pas faute de dot et d'amoureux, faute de beauté, faute d'esprit, quelquefois faute de tout? Elle arrêterait une diligence, elle assassinerait, elle attendrait un homme au coin d'une rue, elle se donnerait 100 fois elle-même si elle valait quelque chose. Il y en a beaucoup dans cette situation à Bordeaux qui nous prêtent sans doute leurs pensées et leurs actions. Les naturalistes nous ont dépeint les mœurs de beaucoup d'animaux féroces, mais ils ont oublié la mère et la fille en quête d'un mari. C'est des hyènes qui, selon le psalmiste, cherchent une proie à dévorer et qui joignent au naturel de la bête l'intelligence de l'homme et le génie de la femme. Que ces petites araignées bordelaises, mademoiselle de Belor, mademoiselle de Trans, etc., occupées depuis si longtemps à travailler leur toile sans y voir de mouche, sans entendre le moindre battement d'ailes alentour, soient furieuses, je le conçois, je leur pardonne leurs propos envenimés. Mais que vous, qui marierez votre fille quand vous le voudrez, vous riche et titré, vous qui n'avez rien de provincial, vous dont la fille est spirituelle, pleine de qualités, jolie, en position de choisir, que vous, si distinguée des autres par vos grâces parisiennes, avez pris le moindre souci, voilà pour nous un sujet d'étonnement. Dois-je compte au public des stipulations matrimoniales que les gens d'affaires ont trouvées utiles dans les circonstances politiques qui domineront l'existence de mon gendre? La manie des délibérations publiques va-t-elle atteindre l'intérieur des familles? Fallait-il convoquer par lettre close les pères et les mères de votre province pour les faire assister au vote des articles de notre contrat de mariage? Un torrent d'épigrammes roula sur Bordeaux. Madame Évangélista quittait la ville. Elle pouvait passer en revue ses amis, ses ennemis, les caricaturer, les fouetter à son gré sans avoir rien à craindre. Aussi donna-t-elle passage à ses observations gardées, à ses vengeances ajournées, en cherchant quel intérêt avait telle ou telle personne à nier le soleil en plein midi. « Mais, ma chère, dit la marquise de Gyas, le séjour de monsieur de Manerville à Lanstrac s'est fait aux jeunes gens en semblables circonstances. « Eh, ma chère, dit la grande dame en l'interrompant, croyez-vous que nous adoptions les politesses du cérémonial bourgeois? Le comte Paul est-il tenu en laisse, comme un homme qui peut s'enfuir? Croyez-vous que nous ayons besoin de le faire garder par la gendarmerie? Craignons-nous de nous le voir enlever par quelque conspiration bordelaise? Soyez persuadé, cher ami, que vous me faites un plaisir extrême. » La parole fut coupée à la marquise par le valet de chambre qui annonça Paul. Comme tous les amoureux, Paul avait trouvé charmant de faire 4 lieues pour venir passer 1 heure avec Nathalie. Il avait laissé ses amis à la chasse, et il arrivait, éperonné, botté, cravache en main. « Cher Paul, dit Nathalie, vous ne savez pas quelle réponse vous donnez en ce moment à madame. » Quand Paul apprit les calomnies qui couraient dans Bordeaux, il se mit à rire, au lieu de se mettre en colère. Ces braves gens savent peut-être qu'il n'y aura pas de noces et festins en usage dans les provinces, ni mariage à midi dans l'église. Ils sont furieux. Eh bien, chère mère, dit-il en baisant la main de madame Évangélista, nous leur jetterons à la tête un bal, le jour de la signature du contrat, comme on jette au peuple sa fête dans le grand carré des Champs-Élysées.
et nous procurerons à nos bons amis le douloureux plaisir de signer un contrat comme il s'en fait rarement en province. » Cet incident fut d'une haute importance. Madame Évangélista pria tout Bordeaux pour le jour de la signature du contrat et manifesta l'intention de déployer dans sa dernière fête un luxe qui donna d'éclatants démentis aux sots mensonges de la société. Ce fut un engagement solennel pris à la face du public de marier Paul et Nathalie. Les préparatifs de cette fête durèrent 40 jours. Elle fut nommée la nuit des camélias. Il y eut une immense quantité de ces fleurs dans l'escalier, dans l'antichambre et dans la salle où l'on servit le souper. Ce délai coïncida naturellement avec ceux qu'exigeaient les formalités préliminaires du mariage et les démarches faites à Paris pour l'érection du majorat. L'achat des terres qui jouxtaient l'Anstrac eut lieu, les bans se publièrent, les doutes se dissipèrent. Amis et ennemis ne pensèrent plus qu'à préparer leur toilette pour la fête indiquée. Le temps pris par ces événements passa donc sur les difficultés soulevées par la première conférence, en emportant dans l'oubli les paroles et les débats de l'orageuse discussion à laquelle avait donné lieu le contrat de mariage. Ni Paul ni sa belle-mère n'y songeaient plus. N'était-ce pas, comme l'avait dit madame Évangélista, l'affaire des deux notaires ? Mais à qui n'est-il pas arrivé, quand la vie est d'un cours si rapide, d'être soudainement interpellé par la voix d'un souvenir qui se dresse souvent trop tard et vous rappelle un fait important, un danger prochain. Dans la matinée du jour où devait se signer le contrat de Paul et de Nathalie, un de ces feux follets de l'âme brilla chez madame Évangélista pendant les somnolescences de son réveil. Cette phrase « Questa coda non e di questo gatto » dite par elle à l'instant où Mathias accédait aux conditions de Solonais, lui fut criée par une voix. Malgré son inaptitude aux affaires, madame Évangélista se dit en elle-même « Si l'habile maître Mathias s'est apaisé, sans doute il trouvait satisfaction aux dépens de l'un des deux époux. » L'intérêt lésé ne devait pas être celui de Paul, comme elle l'avait espéré. Serait-ce donc la fortune de sa fille qui payait les frais de la guerre ? Elle se proposa de demander des explications sur la teneur du contrat, sans penser à ce qu'elle devait faire au cas où ses intérêts seraient trop gravement compromis. Cette journée influa tellement sur la vie conjugale de Paul qu'il est nécessaire d'expliquer quelques-unes de ces circonstances extérieures qui déterminent tous les esprits. L'hôtel Évangélista devant être vendu, la belle-mère du comte de Manerville n'avait reculé devant aucune dépense pour la fête. La cour était sablée, couverte d'une tente à la turque et parée d'arbustes malgré l'hiver. Ces camélias, dont il était parlé depuis Angoulême jusqu'à Dax, tapissaient les escaliers et les vestibules. Des pans de murs avaient disparu pour agrandir la salle du festin et celle où l'on dansait. Bordeaux, où brille le luxe de tant de fortunes coloniales, était dans l'attente des féeries annoncées. Vers 8 heures, au moment de la dernière discussion, les gens curieux de voir les femmes en toilette, descendant de voitures, se rassemblèrent en 2 haies de chaque côté de la porte cochère. Ainsi, la somptueuse atmosphère d'une fête agissait sur les esprits au moment de signer le contrat. Lors de la crise, les lampions allumés flambaient sur leurs ifs, et le roulement des premières voitures retentissait dans la cour. Les 2 notaires dînèrent avec les 2 fiancés et la belle-mère. Le premier clerc de Mathias, chargé de recevoir les signatures pendant la soirée en veillant à ce que le contrat ne fût pas indiscrètement lu, fut également un des convives. Chacun peut feuilleter ses souvenirs. Aucune toilette, aucune femme, rien ne serait comparable à la beauté de Nathalie, qui, parée de dentelle et de satin, coquettement coiffée de ses cheveux retombant en 1000 boucles sur son col, ressemblait à une fleur enveloppée de son feuillage. Vêtue d'une robe en velours cerise, couleur habilement choisie pour rehausser l'éclat de son teint, ses yeux et ses cheveux noirs, madame Évangélista, dans toute la beauté de la femme à 40 ans, portait son collier de perles agrafé par le discreto, afin de démentir les calomnies. Pour l'intelligence de la scène, il est nécessaire de dire que Paul et Nathalie demeurèrent assis au coin du feu, sur une causeuse, et n'écoutèrent aucun article du compte de tutelle. Aussi, enfants l'un que l'autre, également heureux,
l'un par ses désirs, l'autre par sa curieuse attente, voyant la vie comme un ciel tout bleu, riches, jeunes, amoureux, ils ne cessèrent de s'entretenir à voix basse en se parlant à l'oreille. Armant déjà son amour de la légalité, Paul se plut à baiser le bout des doigts de Nathalie, à effleurer son dos de neige, à frôler ses cheveux en dérobant à tous les regards les joies de cette émancipation illégale. Nathalie jouait avec l'écran en plume indienne que lui avait offert Paul, cadeau qui, d'après les croyances superstitieuses de quelques pays, est, pour l'amour, un présage aussi sinistre que celui des ciseaux ou de tout autre instrument tranchant donné, qui, sans doute, rappelle les Pâques de la mythologie. Assise près des deux notaires, Madame Évangélista prêtait la plus scrupuleuse attention à la lecture des pièces. Après avoir entendu le compte de la tutelle, savamment rédigé par Solonnet, et qui, de 3 millions et quelques 100 000 francs laissés par M. Évangélista, réduisait la part de Nathalie aux fameux 1156 000 francs, elle dit au jeune couple « Mais écoutez donc, mes enfants, voici votre contrat. » Le clerc but un verre d'eau sucrée. Solonnet et Mathias se mouchèrent. Paul et Nathalie regardèrent ces 4 personnages, écoutèrent le préambule et se remirent à causer. L'établissement des apports, la donation générale en cas de mort sans enfant, la donation du quart en usufruit et du quart en nue propriété permise par le Code, quel que soit le nombre des enfants, la constitution du fonds de la communauté, le don des diamants à la femme, des bibliothèques et des chevaux au mari, tout passa sans observation. Vint la constitution du majorat. Là, quand tout fut lu et qu'il n'y eut plus qu'à signer, Madame Évangélista demanda quel serait l'effet de ce majorat. « Le majorat, madame, dit maître Solonnet, est une fortune inaliénable, prélevée sur celle des 2 époux et constituée au profit de l'aîné de la maison, à chaque génération, sans qu'il soit privé de ses droits au partage général des autres biens. »« Quand résultera-t-il pour ma fille ?» demanda-t-elle. Maître Mathias, incapable de déguiser la vérité, prit la parole. « Madame, le majorat étant un apanage distrait des 2 fortunes, si la future épouse meurt, la première, en laissant un ou plusieurs enfants, dont un mâle, Monsieur le comte de Manerville leur tiendra compte de 356 000 francs seulement, sur lesquels il exercera sa donation du quart en usufruit, du quart en nue propriété. Ainsi, sa dette envers eux est réduite à 160 000 francs environ, sauf ses bénéfices dans la communauté, ses reprises, etc. Au cas contraire, s'il décédait le premier, laissant également des enfants mâles, Madame de Manerville aurait droit à 356 000 francs seulement, à ses donations sur les biens de Monsieur de Manerville qui ne font point partie du majorat, à ses reprises en diamants et à sa part dans la communauté. Les effets de la profonde politique de maître Mathias apparurent alors dans tout leur jour. « Ma fille est ruinée, dit à voix basse Madame Évangélista. Le vieux et le jeune notaire entendirent cette phrase. « Est-ce se ruiner, lui répondit à mi-voix maître Mathias, que de constituer à sa famille une fortune indestructible ?» En voyant l'expression que prit la figure de sa cliente, le jeune notaire ne crut pas pouvoir se dispenser de chiffrer le désastre. « Nous voulions le rattraper 300 000 francs. Ils nous en reprennent évidemment 800 000. Le contrat se balance par une perte de 400 000 francs à notre charge et au profit des enfants. Il faut rompre ou poursuivre, dit Solonnet à Madame Évangélista. Le moment de silence que gardèrent alors ces personnages ne saurait se décrire. Maître Mathias attendait en triomphateur la signature des 2 personnes qui avaient cru dépouiller son client. Nathalie, hors d'état de comprendre qu'elle perdait la moitié de sa fortune, Paul ignorant que la maison de Manerville la gagnait, riait et causait toujours. Solonnet et Madame Évangélista se regardaient en contenant l'un son indifférence, l'autre une foule de sentiments irrités. Après s'être livrés à des remords inouïs, après avoir regardé Paul comme la cause de son improbité, la veuve s'était décidée à pratiquer de honteuses manœuvres pour rejeter sur lui les fautes de sa tutelle,
en le considérant comme sa victime. En un moment, elle s'apercevait que là où elle croyait triompher, elle périssait, et la victime était sa propre fille. Coupable sans profit, elle se trouvait la dupe d'un vieillard probe de qui elle perdait sans doute l'estime. Sa conduite secrète n'avait-elle pas inspiré les stipulations de maître Mathias ? Réflexion horrible. Mathias avait éclairé Paul. S'il n'avait pas encore parlé, certes, le contrat une fois signé, ce vieux loup préviendrait son client des dangers courus et maintenant évités, ne fût-ce que pour en recevoir ces éloges auxquels tous les esprits sont accessibles. Ne le mettrait-il pas en garde contre une femme assez astucieuse pour avoir trempé dans cette ignoble conspiration ? Ne détruirait-il pas l'empire qu'elle avait conquis sur son gendre ? Les natures faibles, une fois prévenues, se jettent dans l'entêtement et n'en reviennent jamais. Tout était donc perdu. Le jour où commença la discussion, elle avait compté sur la faiblesse de Paul, sur l'impossibilité où il serait de rompre une union si avancée. En ce moment, elle s'était bien autrement liée. 3 mois auparavant, Paul n'avait que peu d'obstacles à vaincre pour rompre son mariage. Mais aujourd'hui, tout Bordeaux savait que depuis 2 mois, les notaires avaient aplani les difficultés. Les bans étaient publiés. Le mariage devait être célébré dans 2 jours. Les amis des 2 familles, toute la société parée pour la fête arrivait. Comment déclarer que tout était ajourné ? La cause de cette rupture se saurait, la probité sévère de maître Mathias aurait créance, il serait préférablement écouté. Les rieurs seraient contre les évangélistas qui ne manquaient pas de jaloux. Il fallait donc céder. Ces réflexions, si cruellement justes, tombèrent sur madame Évangélista comme une trombe, et lui fendirent la cervelle. Si elle garda le sérieux des diplomates, son menton éprouva ce mouvement apoplectique par lequel Catherine II manifesta sa colère le jour où, sur son trône, devant sa cour, et dans des circonstances presque semblables, elle fut bravée par le jeune roi de Suède. Solonais remarqua ce jeu de muscles qui annonçait la contraction d'une haine mortelle, orage sourd et sans éclair. En ce moment, madame Évangélista vouait effectivement à son gendre une de ces haines insatiables, dont le germe a été laissé par les Arabes dans l'atmosphère des 2 Espagnes. « Monsieur, dit-elle en se penchant à l'oreille de son notaire, vous nommiez ceci du galimatia. Il me semble que rien n'était plus clair. »« Madame, permettez. »« Monsieur, dit la veuve en continuant sans écouter Solonais, si vous n'avez pas aperçu l'effet de ces stipulations lors de la conférence que nous avons eue, il est bien extraordinaire que vous n'y ayez point songé dans le silence du cabinet. Ce ne saurait être par incapacité. » Le jeune notaire entraîna sa cliente dans le petit salon en se disant à lui-même « J'ai plus de 1000 écus d'honoraires pour le compte de tutelle, 1000 écus pour le contrat, 6000 francs à gagner par la vente de l'hôtel, en tout 15 000 francs à sauver. Ne nous fâchons pas. » Il ferma la porte, jeta sur madame Évangélista le froid regard des gens d'affaires, devina les sentiments qui l'agitaient et lui dit « Madame, quand j'ai peut-être dépassé pour vous les bornes de la finesse, comptez-vous payer mon dévouement par un semblable mot ? Mais, monsieur, madame, je n'ai pas calculé l'effet des donations, il est vrai. Mais si vous ne voulez pas du comte Paul pour votre gendre, êtes-vous forcé de l'accepter ? Le contrat est-il signé ? Donnez votre fête et remettons la signature. Il vaut mieux attraper tout Bordeaux que de s'attraper soi-même. Comment justifier à toute la société déjà prévenue contre nous la non-conclusion de l'affaire ? Une erreur commise à Paris, un manque de pièces, dit Solonais. Mais les acquisitions. Monsieur de Manerville ne manquera ni de dot ni de partie. Oui, lui ne perdra rien. Mais nous perdons tout, nous. Vous, reprit Solonais, vous pourrez avoir un comte à meilleur marché si, pour vous, le titre est la raison suprême de ce mariage. Non, non, nous ne pouvons pas ainsi jouer notre honneur. Je suis prise au piège, monsieur. Tout Bordeaux demain retentirait de ceci. Nous avons échangé des paroles solennelles. Vous voulez que mademoiselle Nathalie soit heureuse, reprit Solonais. Avant tout. Être heureuse en France, dit le notaire. N'est-ce pas être la maîtresse au logis ? Elle mènera par le bout du nez ce sot de Manerville.
Il est si nul qu'il ne s'est aperçu de rien. S'il se défiait maintenant de vous, il croira toujours en sa femme. Sa femme, n'est-ce pas vous? Le sort du comte Paul est encore entre vos mains. Si vous disiez vrai, monsieur, je ne sais pas ce que je pourrais vous refuser, dit-elle dans un transport qui colora son regard. Rentrons, madame, dit maître Solonnet en comprenant sa cliente. Mais sur toute chose, écoutez-moi bien. Vous me trouverez après inhabile, si vous voulez. Mon cher confrère, dit en rentrant le jeune notaire à maître Mathias, malgré votre habileté, vous n'avez prévu ni le cas où M. de Manerville décéderait sans enfant, ni celui où il mourrait ne laissant que des filles. Dans ces deux cas, le majorat donnerait lieu à des procès avec les Manerville, car alors... Il s'en présentera. Gardez-vous d'en douter. Je crois donc nécessaire de stipuler que dans le premier cas, le majorat sera soumis à la donation générale des biens faits entre les époux et que dans le second, l'institution du majorat sera caduque. La convention concerne uniquement la future épouse. Cette clause me semble parfaitement juste, dit maître Mathias. Quant à sa ratification, monsieur le comte s'entendra sans doute avec la chancellerie s'il est besoin. Le jeune notaire prit une plume et libella sur la marge de l'acte cette terrible clause, à laquelle Paul et Nathalie ne firent aucune attention. Madame Évangélista baissa les yeux pendant que maître Mathias la lut. « Signons, dit la mère. » Le volume de voix que réprima madame Évangélista trahissait une violente émotion. Elle venait de se dire « Non, ma fille ne sera pas ruinée, mais lui... Ma fille aura le nom, le titre et la fortune. S'il arrive à Nathalie de s'apercevoir qu'elle n'aime pas son mari, si elle en aimait un jour irrésistiblement un autre, Paul sera banni de France, et ma fille sera libre, heureuse et riche. » Si maître Mathias se connaissait à l'analyse des intérêts, il connaissait peu l'analyse des passions humaines. Il accepta ce mot comme une amende honorable, au lieu d'y voir une déclaration de guerre. Pendant que Solonnet et son clerc veillaient à ce que Nathalie signât et paraphât tous les actes, opération qui voulait du temps, Mathias prit Paul à part dans l'embrasure d'une croisée et lui donna le secret des stipulations qu'il avait inventées pour le sauver d'une ruine certaine. « Vous avez une hypothèque de 150 000 francs sur cet hôtel, lui dit-il en terminant, et demain elle sera prise. J'ai chez moi les inscriptions au grand livre, immatriculées par mes soins au nom de votre femme. Tout est en règle. Mais le contrat contient quittance de la somme représentée par les diamants. Demandez-les. Les affaires sont les affaires. Le diamant gagne en ce moment. Il peut perdre. L'achat des domaines d'Auzac et de Saint-Frou vous permet de faire argent de tout, afin de ne pas toucher aux rentes de votre femme. Ainsi, monsieur le comte, point de fausse honte. Le premier paiement est exigible après les formalités. Il est de 200 000 francs. Affectez-y les diamants. Vous aurez l'hypothèque sur l'hôtel Évangélista pour le second terme, et les revenus du majorat vous aideront à solder le reste. Si vous avez le courage de ne dépenser que 50 000 francs pendant 3 ans, vous récupérerez les 200 000 francs desquels vous êtes maintenant débiteur. Si vous plantez de la vigne dans les parties montagneuses de Saint-Frou, vous pourrez en porter le revenu à 26 000 francs. Votre majorat, sans compter votre hôtel à Paris, vaudra donc quelques jours 50 000 livres de rente. Ce sera l'un des plus beaux que je connaisse. Ainsi, vous aurez fait un excellent mariage. » Paul serra très affectueusement les mains de son vieil ami. Ce geste ne put échapper à madame Évangélista, qui vint présenter la plume à Paul. Pour elle, ses soupçons devinrent des réalités. Elle crut alors que Paul et Mathias s'étaient entendus. Des vagues de sang pleines de rage et de haine lui arrivèrent au cœur. Tout fut dit. Après avoir vérifié si tous les renvois étaient paraphés, si les 3 contractants avaient bien mis leurs initiales et leurs paraphes au bas des rectos, maître Mathias regarda tour à tour Paul et sa belle-mère, et ne voyant pas son client demander les diamants, il dit « Je ne pense pas que la remise des diamants fasse une question. Vous êtes maintenant une même famille. » « Il serait plus régulier que madame les donnât. »
Monsieur de Manerville est chargé du reliquat du comte de tutelle, et l'on ne sait qui vit ni qui meurt, dit maître Solonnet, qui crut apercevoir dans cette circonstance un moyen d'animer la belle-mère contre le gendre. « Ah, ma mère, dit Paul, ce serait nous faire injure à tous que d'agir ainsi. Summum jus summa injuria, monsieur, dit-il à Solonnet. Et moi, dit madame Évangélista, qui, dans les dispositions haineuses où elle était, vit une insulte dans la demande indirecte de Mathias. Je déchire le contrat si vous ne les acceptez pas. Elle sortit, en proie à l'une de ces rages sanguinaires qui font souhaiter le pouvoir de tout abîmer et que l'impuissance porte jusqu'à la folie. « Au nom du ciel, prenez-les, Paul, lui dit Nathalie à l'oreille. Ma mère est fâchée. Je saurai ce soir pourquoi. Je vous le dirai. Nous l'apaiserons. » Honteuse de cette première malice, madame Évangélista garda les boucles d'oreilles et son collier. Elle fit apporter les bijoux évalués à 150 000 francs par Élie Magus. Habitués à voir les diamants de famille dans les successions, maître Mathias et Solonnet examinèrent les écrins et se récrièrent sur leur beauté. « Vous ne perdrez rien sur la dot, monsieur le comte, dit Solonnet en faisant rougir Paul. « Oui, dit Mathias, ces bijoux peuvent bien payer le premier terme du prix des domaines acquis. »« Et les frais du contrat, dit Solonnet. La haine, comme l'amour, se nourrit des plus petites choses. Tout lui va. De même que la personne aimée ne fait rien de mal, de même la personne haïe ne fait rien de bien. Madame Évangélista taxa de simagrées les façons qu'une pudeur assez compréhensible fit faire à Paul, qui voulait laisser les diamants et qui ne savait où mettre les écrins. Il aurait voulu pouvoir les jeter par la fenêtre. Madame Évangélista, voyant son embarras, le pressait du regard et semblait lui dire « Emportez-les d'ici !» « Chère Nathalie, dit Paul à sa future femme, serrez vous-même ces bijoux. Ils sont à vous, je vous les donne. » Nathalie les mit dans le tiroir d'une console. En ce moment, le fracas des voitures était si grand et le murmure des conversations que tenaient dans les salons voisins les personnes arrivées forcèrent Nathalie et sa mère à paraître. Les salons furent pleins en un moment et la fête commença. « Profitez de la lune de miel pour vendre vos diamants, dit le vieux notaire à Paul en s'en allant. En attendant le signal de la danse, chacun se parlait à l'oreille du mariage et quelques personnes exprimaient des doutes sur l'avenir des deux prétendus. « Est-ce bien fini ?» demanda l'un des personnages les plus importants de la ville à madame Évangélista. « Nous avons eu tant de pièces à lire et à écouter que nous nous trouvons en retard. Mais nous sommes assez excusables, répondit-elle. Quant à moi, je n'ai rien entendu, dit Nathalie en prenant la main de Paul pour ouvrir le bal. Ces jeunes gens-là aiment tous deux la dépense, et ce ne sera pas la mère qui les retiendra, disait une douairière. Mais ils ont fondé, dit-on, un majorat de 50 000 livres de rente. Bah. Je vois que le bon monsieur Mathias a passé par là, dit un magistrat. Certes, s'il en est ainsi, le bonhomme aura voulu sauver l'avenir de cette famille. Nathalie est trop belle pour ne pas être horriblement coquette. Une fois qu'elle aura 2 ans de mariage, disait une jeune femme, je ne répondrai pas que Manerville ne fut pas un homme malheureux dans son intérieur. La fleur des pois serait donc ramée, lui répondit maître Solonnet. Il ne fallait pas autre chose que cette grande perche, dit une jeune fille. Ne trouvez-vous pas un air mécontent à madame Évangélista? Mais, ma chère, quelqu'un vient de me dire qu'elle garde à peine 25 000 livres de rente. Et qu'est-ce que cela pour elle? La misère, ma chère. Oui, elle s'est dépouillée pour sa fille. Monsieur de Manerville a été d'une exigence. Excessif, dit maître Solonnet. Mais il sera pair de France. Les Maulincourt, le vidame de Pamiers, le protégeront. Il appartient au faubourg Saint-Germain. Oh, il y est reçu, voilà tout, dit une dame qui l'avait voulu pour gendre. Mademoiselle Évangélista, la fille d'un commerçant, ne lui ouvrira certes pas les portes du chapitre de Cologne. Elle est petite-nièce du duc de Casaréal. Par les femmes.
Tous les propos furent bientôt épuisés. Les joueurs se mirent au jeu, les jeunes filles et les jeunes gens dansèrent, le souper se servit, et le bruit de la fête s'apaisa vers le matin, au moment où les premières lueurs du jour blanchirent les croisées. Après avoir dit adieu à Paul, qui s'en alla le dernier, Madame Évangélista monta chez sa fille, car sa chambre avait été prise par l'architecte pour agrandir le théâtre de la fête. Quoique Nathalie et sa mère fussent accablées de sommeil, quand elles furent seules, elles se dirent quelques paroles. « Voyons, ma mère chérie, qu'avez-vous ?»« Mon ange, j'ai su ce soir jusqu'où pouvait aller la tendresse d'une mère. Tu ne connais rien aux affaires et tu ignores à quel soupçon ma probité vient d'être exposée. Enfin, j'ai foulé mon orgueil à mes pieds. Il s'agissait de ton bonheur et de notre réputation. Vous voulez parler de ces diamants ? Il en a pleuré, le pauvre garçon. Il n'en a pas voulu, je les ai. Dors, cher enfant. Nous causerons d'affaires à notre réveil. Car, dit-elle en soupirant, nous avons des affaires, et maintenant, il existe un tiers entre nous. Ah, chère mère, Paul ne sera jamais un obstacle à notre bonheur, dit Nathalie en s'endormant. Pauvre fillette, elle ne sait pas que cet homme vient de la ruiner. Madame Évangélista fut alors saisie par la première pensée de cette avarice à laquelle les gens âgés finissent par être en proie. Elle voulut reconstituer au profit de sa fille toute la fortune laissée par Évangélista. Elle y trouva son honneur engagé. Son amour pour Nathalie la fit en un moment aussi habile calculatrice qu'elle avait été jusqu'alors insouciante en fait d'argent et gaspilleuse. Elle pensait à faire valoir ses capitaux après en avoir placé une partie dans les fonds qui, à cette époque, valaient environ 80 francs. Une passion change souvent en un moment le caractère. L'indiscret devient diplomate, le poltron est tout à coup brave. La haine rendit avare la prodigue Madame Évangélista. La fortune pouvait servir les projets de vengeance encore mal dessinés et confus qu'elle allait mûrir. Elle s'endormit en se disant « À demain ». Par un phénomène inexpliqué, mais dont les effets sont familiers aux penseurs, son esprit devait, pendant le sommeil, travailler ses idées, les éclaircir, les coordonner, lui préparer un moyen de dominer la vie de Paul et lui fournir un plan qu'elle mit en œuvre le lendemain même. Si l'entraînement de la fête avait chassé les pensées soucieuses qui, par moments, avaient assailli Paul, quand il fut avec lui-même et dans son lit, elles revinrent le tourmenter. « Il paraît, se dit-il, que, sans le bon Mathias, j'étais roué par ma belle-mère. Est-ce croyable ? Quel intérêt l'aurait poussé à me tromper ? Ne devons-nous pas confondre nos fortunes et vivre ensemble ? D'ailleurs, à quoi bon prendre du souci ? Dans quelques jours, Nathalie sera ma femme, nos intérêts sont bien définis. Rien ne peut nous désunir. Vogue la galère. Néanmoins, je serai sur mes gardes. Si Mathias avait raison, bien, après tout, je ne suis pas obligé d'épouser ma belle-mère. » Dans cette deuxième bataille, l'avenir de Paul avait complètement changé de face sans qu'il le sût. Des deux êtres avec lesquels il se mariait, le plus habile était devenu son ennemi capital et méditait de séparer ses intérêts des siens. Incapable d'observer la différence que le caractère créole mettait entre sa belle-mère et les autres femmes, il pouvait encore moins en soupçonner la profonde habileté. La créole est une nature à part qui tient à l'Europe par l'intelligence, aux tropiques par la violence illogique de ses passions, à l'Inde par l'apathique insouciance avec laquelle elle fait ou souffre également le bien et le mal. Nature gracieuse d'ailleurs, mais dangereuse, comme un enfant est dangereux s'il n'est pas surveillé. Comme l'enfant, cette femme veut tout avoir immédiatement. Comme un enfant, elle mettrait le feu à la maison pour cuire un œuf. Dans sa vie molle, elle ne songe à rien. Elle songe à tout quand elle est passionnée. Elle a quelque chose de la perfidie des nègres qui l'ont entourée dès le berceau, mais elle est aussi naïve qu'ils sont naïfs. Comme eux et comme les enfants, elle sait toujours vouloir la même chose avec une croissante intensité de désir et peut couver son idée pour la faire éclore.
étrange assemblage de qualités et de défauts que le génie espagnol avait corroboré chez madame Evangelista et sur lequel la politesse française avait jeté la glace de son vernis. Ce caractère endormi par le bonheur pendant 16 ans, occupé depuis par les minuties du monde, et à qui la première de ses haines avait révélé sa force, se réveillait comme un incendie. Il éclatait à un moment de la vie où la femme perd ses plus chères affections et veut un nouvel élément pour nourrir l'activité qui la dévore. Nathalie restait encore pendant 3 jours sous l'influence de sa mère. Madame Evangelista, vaincue, avait donc à elle une journée, la dernière de celle qu'une fille passe avec sa mère. Par un seul mot, la créole pouvait influencer la vie de ces 2 êtres destinés à marcher ensemble à travers les halliers et les grandes routes de la société parisienne, car Nathalie avait en sa mère une croyance aveugle. Quelle portée acquérait un conseil dans un esprit ainsi prévenu? Tout un avenir pouvait être déterminé par une phrase. Aucun code, aucune institution humaine ne peut prévenir le crime moral qui tue par un mot. Là est le défaut des justices sociales. Là est la différence qui se trouve entre les mœurs du grand monde et les mœurs du peuple. L'un est franc, l'autre est hypocrite. À l'un le couteau, à l'autre le venin du langage ou des idées. À l'un la mort, à l'autre l'impunité. Le lendemain, vers midi, madame Evangelista se trouvait à demi couchée sur le bord du lit de Nathalie. Pendant l'heure du réveil, toutes 2 luttaient de câlineries et de caresses en reprenant les heureux souvenirs de leur vie à 2, durant laquelle aucun discorde n'avait troublé ni l'harmonie de leurs sentiments, ni la convenance de leurs idées, ni la mutualité de leurs plaisirs. « Pauvre chère petite !» disait la mère en pleurant de véritables larmes. « Il m'est impossible de ne pas être émue en pensant qu'après avoir toujours fait tes volontés, demain soir tu seras un homme auquel il faudra obéir. »« Oh, chère mère, quant à lui obéir, » dit Nathalie en laissant échapper un geste de tête qui exprimait une gracieuse mutinerie. « Vous riez, reprit-elle. Mon père n'a-t-il pas toujours satisfait vos caprices? Pourquoi? Il vous aimait. Ne serais-je donc pas aimée, moi? Oui, Paul a pour toi de l'amour. Mais si une femme mariée n'y prend garde, rien ne se dissipe plus promptement que l'amour conjugal. L'influence que doit avoir une femme sur son mari dépend de son début dans le mariage. Il te faudra d'excellents conseils. Mais vous serez avec nous. Peut-être, cher enfant. Hier, pendant le bal, j'ai beaucoup réfléchi au danger de notre réunion. Si ma présence te nuisait, si les petits actes par lesquels tu dois lentement établir ton autorité de femme étaient attribués à mon influence, ton ménage ne deviendrait-il pas un enfer? Au premier froncement de sourcils que se permettrait ton mari, fier comme je le suis, ne quitterai-je pas à l'instant la maison? Si je la dois quitter un jour, mon avis est de n'y pas entrer. Je ne pardonnerai pas à ton mari la désunion qu'il mettrait entre nous. Au contraire, quand tu seras la maîtresse, lorsque ton mari sera pour toi ce que ton père était pour moi, ce malheur ne sera plus à craindre. Quoique cette politique doive coûter à un cœur jeune et tendre, comme est le tien, ton bonheur exige que tu sois chez toi souveraine absolue. Pourquoi, ma mère, me disiez-vous alors que je dois lui obéir? Chère fillette, pour qu'une femme commande, elle doit avoir l'air de toujours faire ce que veut son mari. Si tu ne le savais pas, tu pourrais par une révolte intempestive gâter ton avenir. Paul est un jeune homme faible. Il pourrait se laisser dominer par un ami. Peut-être même pourrait-il tomber sous l'empire d'une femme qui te ferait subir leurs influences. Préviens ses chagrins en te rendant maîtresse de lui. Ne vaut-il pas mieux qu'il soit gouverné par toi que de l'être par un autre? Certes, dit Nathalie, moi, je ne puis vouloir que son bonheur. Il m'est bien permis, ma chère enfant, de penser exclusivement au tien, et de vouloir que, dans une affaire si grave, tu ne te trouves pas sans boussole au milieu des écueils que tu vas rencontrer. Mais, ma mère chérie, ne sommes-nous donc pas assez fortes toutes les 2 pour rester ensemble près de lui, sans avoir à redouter ce froncement de sourcils que vous paraissez redouter? Paul t'aime, maman.
Oh, il me craint plus qu'il ne m'aime. Observe-le bien aujourd'hui, quand je lui dirai que je vous laisse aller à Paris sans moi. Tu verras sur sa figure, quelle que soit la peine qu'il prendra pour la dissimuler, une joie intérieure. « Pourquoi » demanda Nathalie. « Pourquoi, cher enfant ? Je suis comme Saint Jean Bouche d'Or. Je le lui dirai à lui-même et devant toi. Mais si je me marie à la seule condition de ne te pas quitter, dit Nathalie. Notre séparation est devenue nécessaire, reprit madame Évangélista, car plusieurs considérations modifient mon avenir. Je suis ruinée. Vous aurez la plus brillante existence à Paris. Je ne saurais y être convenablement sans manger le peu qui me reste. Tandis qu'en vivant à Lanstrac, j'aurai soin de vos intérêts et referai ma fortune à force d'économies. Toi, maman, faire des économies, s'écria railleusement Nathalie. Ne deviens donc pas déjà grand-mère? Comment? Tu me quitterais pour de semblables motifs? Chère mère, Paul peut te sembler un petit peu bête, mais il n'est pas le moins du monde intéressé. Ah, répondit madame Évangélista d'un son de voix gros d'observation et qui fit palpiter Nathalie. La discussion du contrat m'a rendue défiante et m'inspire quelques doutes. Mais sois sans inquiétude, cher enfant, dit-elle en prenant sa fille par le col et l'amenant à elle pour l'embrasser. Je ne te laisserai pas longtemps seule. Quand mon retour parmi vous ne causera plus d'ombrage, quand Paul m'aura jugé, nous reprendrons notre bonne petite vie, nos causeries du soir. Comment, ma mère? Tu pourras vivre sans ta Nini? Oui, mon ange, parce que je vivrai pour toi. Mon cœur de mère ne sera-t-il pas sans cesse satisfait par l'idée que je contribue, comme je le dois, à votre double fortune? Mais, chère adorable mère, vais-je donc être seule avec Paul, là, tout de suite? Que deviendrai-je? Comment cela se passera-t-il? Que dois-je faire? Que dois-je ne pas faire? Pauvre petite, crois-tu que je veuille ainsi t'abandonner à la première bataille? Nous nous écrirons 3 fois par semaine comme 2 amoureux. Et nous serons ainsi sans cesse au cœur l'une de l'autre. Il ne t'arrivera rien que je ne le sache, et je te garantirai de tout malheur. Puis il serait trop ridicule que je ne vinsse pas vous voir. Ce serait jeter de la déconsidération sur ton mari. Je passerai toujours 1 mois ou 2 chez vous, à Paris. Seule, déjà seule et avec lui, dit Nathalie avec terreur en interrompant sa mère. Ne faut-il pas que tu sois sa femme? Je le veux bien, mais au moins dis-moi comment je dois me conduire, toi qui faisais tout ce que tu voulais de mon père. Tu t'y connais, je t'obéirai aveuglément. Madame Évangélista baisa Nathalie au front. Elle voulait et attendait cette prière. Enfant, mes conseils doivent s'adapter aux circonstances. Les hommes ne se ressemblent pas entre eux. Le lion et la grenouille sont moins dissemblables que ne l'est un homme comparé à un autre, moralement parlant. Sais-je aujourd'hui ce qui t'adviendra demain? Je ne puis maintenant te donner que des avis généraux sur l'ensemble de ta conduite. Chère mère, dis-moi donc bien vite tout ce que tu sais. D'abord, ma chère enfant, la cause de la perte des femmes mariées qui tiennent à conserver le cœur de leur mari. Et, dit-elle en faisant une parenthèse, conserver leur cœur ou les gouverner est une seule et même chose, et, bien, la cause principale des désunions conjugales se trouve dans une cohésion constante qui n'existait pas autrefois et qui s'est introduite dans ce pays-ci avec la manie de la famille. Depuis la Révolution qui s'est faite en France, les mœurs bourgeoises ont envahi les maisons aristocratiques. Ce malheur est dû à l'un de leurs écrivains, à Rousseau, hérétique infâme, qui n'a eu que des pensées antisociales et qui, je ne sais comment, a justifié les choses les plus déraisonnables. Il a prétendu que toutes les femmes avaient les mêmes droits, les mêmes facultés, que, dans l'état de société, l'on devait obéir à la nature, comme si la femme d'un grand d'Espagne, comme si toi et moi, nous avions quelque chose de commun avec une femme du peuple. Et, depuis, les femmes, comme il faut, ont nourri leurs enfants, ont élevé leurs filles et sont restées à la maison. Ainsi, la vie s'est compliquée de telle sorte que le bonheur est devenu presque impossible. Car une convenance entre 2 caractères semblables à celle qui nous a fait vivre comme 2 amis est une exception.
Le contact perpétuel n'est pas moins dangereux entre les enfants et les parents qu'il l'est entre les époux. Il est peu d'âmes chez lesquelles l'amour résiste à l'omniprésence. Ce miracle n'appartient qu'à Dieu. Mets donc entre Paul et toi les barrières du monde. Va au bal, à l'opéra, promène-toi le matin, dîne en ville le soir, rends beaucoup de visites, accorde peu de moments à Paul. Par ce système, tu ne perdras rien de ton prix. Quand, pour aller jusqu'au bout de l'existence, deux êtres n'ont que le sentiment, ils en ont bientôt épuisé les ressources. Et bientôt l'indifférence, la satiété, le dégoût arrivent. Une fois le sentiment flétri, que devenir? Sache bien que l'affection éteinte ne se remplace que par l'indifférence ou par le mépris. Sois donc toujours jeune et toujours neuve pour lui. Qu'il t'ennuie, cela peut arriver, mais toi, ne l'ennuie jamais. Savoir s'ennuyer à propos est une des conditions de toute espèce de pouvoir. Vous ne pourrez diversifier le bonheur ni par les soins de fortune, ni par les occupations du ménage. Si donc tu ne faisais partager à ton mari tes occupations mondaines, et si tu ne l'amusais pas, vous arriveriez à la plus horrible atonie. Là commence le spleen de l'amour. Mais on aime toujours qui nous amuse ou qui nous rend heureux. Donner le bonheur ou le recevoir sont deux systèmes de conduite féminine séparés par un abîme. Chère mère, je vous écoute, mais je ne comprends pas. Si tu aimes Paul au point de faire tout ce qu'il voudra, s'il te donne vraiment le bonheur, tout sera dit. Tu ne seras pas la maîtresse, et les meilleurs préceptes du monde ne serviront à rien. Ceci est plus clair, mais j'apprends la règle sans pouvoir l'appliquer, dit Nathalie en riant. J'ai la théorie, la pratique viendra. Ma pauvre Nini, reprit la mère, qui laissa tomber une larme sincère en pensant au mariage de sa fille et qui la pressa sur son cœur. Il t'arrivera des choses qui te donneront de la mémoire. Enfin, reprit-elle, après une pause, pendant laquelle la mère et la fille restèrent unies dans un embrassement plein de sympathie. Sache-le bien, ma Nathalie, nous avons toutes une destinée en tant que femmes, comme les hommes ont leur vocation. Ainsi, une femme est née pour être une femme à la mode, une charmante maîtresse de maison, comme un homme est né général ou poète. Ta vocation est de plaire. Ton éducation t'a d'ailleurs formée pour le monde. Aujourd'hui, les femmes doivent être élevées pour le salon comme autrefois elles l'étaient pour le gynécée. Tu n'es faite ni pour être mère de famille, ni pour devenir un intendant. Si tu as des enfants, j'espère qu'ils n'arriveront pas de manière à te gâter la taille le lendemain de ton mariage. Rien n'est plus bourgeois que d'être grosse un mois après la cérémonie. Et d'abord, cela prouve qu'un mari ne nous aime pas bien. Si donc tu as des enfants, 2 ou 3 ans après ton mariage, eh bien, les gouvernantes et les précepteurs les élèveront. Toi, sois la grande dame qui représente le luxe et le plaisir de la maison. Mais sois une supériorité visible seulement dans les choses qui flattent l'amour-propre des hommes et cache la supériorité que tu pourras acquérir dans les grandes. « Mais vous m'effrayez, chère mère, s'écria Nathalie. Comment me souviendrai-je de ces préceptes? Comment vais-je faire, moi si étourdie, si enfant, pour tout calculer, pour réfléchir avant d'agir? Mais, ma chère petite, je ne te dis aujourd'hui que ce que tu apprendrais plus tard, mais en achetant ton expérience par des fautes cruelles, par des erreurs de conduite qui te causeraient des regrets et embarrasseraient ta vie. Mais par quoi commencer? Dit naïvement Nathalie. L'instinct te guidera, reprit la mère. En ce moment, Paul te désire beaucoup plus qu'il ne t'aime, car l'amour enfanté par les désirs est une espérance, et celui qui succède à leur satisfaction est la réalité. Là, ma chère, sera ton pouvoir. Là est toute la question. Quelle femme n'est pas aimée la veille? Sois-le le lendemain. Tu le seras toujours. Paul est un homme faible, qui se façonne facilement à l'habitude. S'il te cède une première fois, il cédera toujours. Une femme ardemment désirée peut tout demander. Ne fais pas la folie que j'ai vu faire à beaucoup de femmes qui, ne connaissant pas l'importance des premières heures où nous régnons, les emploient à des niaiseries, à des sottises sans portée.
Sers-toi de l'empire que te donnera la première passion de ton mari pour l'habituer à t'obéir. Mais pour le faire céder, choisis la chose la plus déraisonnable, afin de bien mesurer l'étendue de ta puissance par l'étendue de la concession. Quel mérite aurais-tu en lui faisant vouloir une chose raisonnable? Serait-ce à toi qu'il obéirait? Il faut toujours attaquer le taureau par les cornes, dit un proverbe castillan. Une fois qu'il a vu l'inutilité de ses défenses et de sa force, il est dompté. Si ton mari fait une sottise pour toi, tu le gouverneras. Mon Dieu, pourquoi tout cela? Parce que, mon enfant, le mariage dure toute la vie et qu'un mari n'est pas un homme comme un autre. Aussi, ne fais jamais la folie de te livrer en quoi que ce soit. Garde une constante réserve dans tes discours et dans tes actions. Tu peux même aller sans danger jusqu'à la froideur, car on peut la modifier à son gré, tandis qu'il n'y a rien au-delà des expressions extrêmes de l'amour. Un mari, ma chère, est le seul homme avec lequel une femme ne peut rien se permettre. Rien n'est d'ailleurs plus facile que de garder sa dignité. Ces mots « votre femme ne doit pas »,« votre femme ne peut pas faire ou dire telle et telle chose » sont le grand talisman. Toute la vie d'une femme est dans « je ne veux pas »,« je ne peux pas ». « Je ne peux pas » est l'irrésistible argument de la faiblesse qui se couche, qui pleure et séduit. « Je ne veux pas » est le dernier argument. La force féminine se montre alors tout entière. Aussi doit-on ne l'employer que dans les occasions graves. Le succès est tout entier dans les manières dont une femme se sert de ces deux mots, les commente et les varie. Mais il est un moyen de domination meilleur que ceux-ci, qui semble comporter des débats. Moi, ma chère, j'ai régné par la foi. Si ton mari croit en toi, tu peux tout. Pour lui inspirer cette religion, il faut lui persuader que tu le comprends. Et ne pense pas que ce soit chose facile. Une femme peut toujours prouver à un homme qu'il est aimé, mais il est plus difficile de lui faire avouer qu'il est compris. Je dois te dire tout à toi, mon enfant, car pour toi la vie avec ses complications, la vie où deux volontés doivent s'accorder, va commencer demain. Songes-tu bien à cette difficulté? Le meilleur moyen d'accorder vos deux volontés est de t'arranger à ce qu'il n'y en ait qu'une seule au logis. Beaucoup de gens prétendent qu'une femme se crée des malheurs en changeant ainsi de rôle. Mais, ma chère, une femme est ainsi maîtresse de commander aux événements au lieu de les subir, et ce seul avantage compense tous les inconvénients possibles. Nathalie baisa les mains de sa mère en y laissant des larmes de reconnaissance. Comme les femmes chez lesquelles la passion physique n'échauffe point la passion morale, elle comprit tout à coup la portée de cette haute politique de femme. Mais, semblable aux enfants gâtés qui ne se tiennent pas pour battus par les raisons les plus solides et qui reproduisent obstinément leurs désirs, elle revint à la charge avec un de ces arguments personnels que suggère la logique droite des enfants. « Chère mère, dit-elle, il y a quelques jours, vous parliez tant des préparations nécessaires à la fortune de Paul que vous seul pouviez diriger. Pourquoi changez-vous d'avis en nous abandonnant ainsi à nous-mêmes ? Je ne connaissais ni l'étendue de mes obligations, ni le chiffre de mes dettes, répondit la mère, qui ne voulait pas dire son secret. D'ailleurs, dans 1 an ou 2 d'ici, je te répondrai là-dessus. Paul va venir, habillons-nous. Sois chatte et gentille, comme tu l'as été, tu sais, dans la soirée où nous avons discuté ce fatal contrat, car il s'agit aujourd'hui de sauver un débris de notre maison et de te donner une chose à laquelle je suis superstitieusement attachée. Quoi? Le discreto. Paul vint vers 4 heures. Quoiqu'il s'efforçât, en abordant sa belle-mère, de donner un air gracieux à son visage, Madame Évangélista vit sur son front les nuages que les conseils de la nuit et les réflexions du réveil y avaient amassés. « Mathias a parlé », se dit-elle en se promettant à elle-même de détruire l'ouvrage du vieux notaire. « Cher enfant, lui dit-elle, vous avez laissé vos diamants dans la console, et je vous avoue que je ne voudrais plus voir des choses qui ont failli élever des nuages entre nous. D'ailleurs, comme l'a fait observer Mathias,
Il faut les vendre pour subvenir au premier paiement des terres que vous avez acquises. »« Ils ne sont plus à moi, dit-il. Je les ai donnés à Nathalie, afin qu'en les voyant sur elle, vous ne vous souveniez plus de la peine qu'ils vous ont causée. » Madame Évangélista prit la main de Paul et la serra cordialement en réprimant une larme d'attendrissement. « Écoutez, mes bons enfants, dit-elle en regardant Nathalie et Paul. S'il en est ainsi, je vais vous proposer une affaire. Je suis forcée de vendre mon collier de perles et mes boucles d'oreilles. Oui, Paul, je ne veux pas mettre un sou de ma fortune en rente viagère. Je n'oublie pas ce que je vous dois. Eh bien, j'avoue ma faiblesse. Vendre le discreto me semble un désastre. Vendre un diamant qui porte le surnom de Philippe II et dont fut ornée sa royale main, une pierre historique que pendant 10 ans le duc d'Albe a caressée sur le pommeau de son épée, non, ce ne sera pas. Élymagus a estimé mes boucles d'oreilles et mon collier à 100 et quelques mille francs. Échangeons-les contre les joyaux que je vous livre pour accomplir mes engagements envers ma fille. Vous y gagnerez. Mais qu'est-ce que cela me fait? Je ne suis pas intéressée. Ainsi, Paul, avec vos économies, vous vous amuserez à composer pour Nathalie un diadème ou des épis, diamant à diamant. Au lieu d'avoir ces parures de fantaisie, ces brimboriaux qui ne sont à la mode que parmi les petites gens, votre femme aura de magnifiques diamants avec lesquels elle aura de véritables jouissances. Vendre pour vendre, ne vaut-il pas mieux se défaire de ces antiquailles et garder dans la famille ces belles pierreries? Mais, ma mère, et vous? Dit Paul. Moi, répondit madame Évangélista, je n'ai plus besoin de rien. Oui, je vais être votre fermière à Lanstrac. Ne serait-ce pas une folie que d'aller à Paris au moment où je dois liquider ici le reste de ma fortune? Je deviens avare pour mes petits-enfants. Chère mère, dit Paul, tout ému, dois-je accepter cet échange sans soulte? Mon Dieu, n'êtes-vous pas mes plus chers intérêts? Croyez-vous qu'il n'y aura pas pour moi du bonheur à me dire au coin de mon feu « Nathalie arrive ce soir brillante au bal chez la duchesse de Berry ?» En se voyant mon diamant au cou, mes boucles d'oreilles, elle a ces petites jouissances d'amour-propre qui contribuent tant au bonheur d'une femme et la rendent gaie, avenante. Rien n'attriste plus une femme que le froissement de ses vanités. Je n'ai jamais vu nulle part une femme mal mise être aimable et de bonne humeur. Allons, soyez juste, Paul. Nous jouissons beaucoup plus en l'objet aimé qu'en nous-mêmes. Mon Dieu, que voulait donc dire Mathias? Pensait Paul. Allons, maman, dit-il à demi-voix. J'accepte. Moi, je suis confuse, dit Nathalie. Solonet vint en ce moment pour annoncer une bonne nouvelle à sa cliente. Il avait trouvé, parmi les spéculateurs de sa connaissance, 2 entrepreneurs affriolés par l'hôtel, où l'étendue des jardins permettait de faire des constructions. « Ils offrent 250 000 francs, dit-il. Mais si vous y consentez, je pourrais les amener à 300 000. Vous avez 2 arpents de jardin. »« Mon mari a payé le tout 200 000 francs. Ainsi, je consens, dit-elle. Mais vous me réserverez le mobilier, les glaces. »« Ah, dit en riant Solonet, vous entendez les affaires. »« Hélas, il faut bien, dit-elle en soupirant. »« J'ai su que beaucoup de personnes viendront à votre messe de minuit, dit Solonet, en s'apercevant qu'il était de trop et se retirant. Madame Évangélista le reconduisit jusqu'à la porte du dernier salon et lui dit à l'oreille. « J'ai maintenant pour 250 000 francs de valeur. Si j'ai 200 000 francs à moi sur le prix de la maison, je puis réunir 450 000 francs de capitaux. Je veux en tirer le meilleur parti possible, et compte sur vous pour cela. Je resterai probablement à Lanstrac. » Le jeune notaire baisa la main de sa cliente avec un geste de reconnaissance, car l'accent de la veuve fit croire à Solonet que cette alliance conseillée par les intérêts allait s'étendre un peu plus loin. « Vous pouvez compter sur moi, dit-il. Je vous trouverai des placements sur marchandises où vous ne risquerez rien et où vous aurez des gains considérables. »« À demain, dit-elle, car vous êtes notre témoin avec monsieur le marquis de Gias. »« Pourquoi, chère mère, dit Paul,
Refusez-vous de venir à Paris? Nathalie me boude, comme si j'étais la cause de votre résolution. J'ai bien pensé à cela, mes enfants. Je vous gênerais. Vous vous croiriez obligés de me mettre entière dans tout ce que vous feriez, et les jeunes gens ont des idées à eux que je pourrais involontairement contrarier. Allez seul à Paris. Je ne veux pas continuer sur la comtesse de Manerville la douce domination que j'exerçais sur Nathalie. Il faut vous la laisser tout entière. Voyez-vous, il existe entre nous deux, Paul, des habitudes qu'il faut briser. Mon influence doit céder à la vôtre. Je veux que vous m'aimiez, et croyez que je prends ici vos intérêts plus que vous ne l'imaginez. Les jeunes maris sont, tôt ou tard, jaloux de l'affection qu'une fille porte à sa mère. Ils ont raison, peut-être. Quand vous serez bien unis, quand l'amour aura fondu vos âmes en une seule, eh bien, alors, mon cher enfant, vous ne craindrez plus, en me voyant chez vous, d'y voir une influence contrariante. Je connais le monde, les hommes et les choses. J'ai vu bien des ménages brouillés par l'amour aveugle de mères qui se rendaient insupportables à leurs filles autant qu'à leurs gendres. L'affection des vieilles gens est souvent minutieuse et tracassière. Peut-être ne saurais-je pas bien m'éclipser. J'ai la faiblesse de me croire encore belle. Il y a des flatteurs qui veulent me prouver que je suis aimable. J'aurais des prétentions gênantes. Laissez-moi faire un sacrifice de plus à votre bonheur. Je vous ai donné ma fortune, eh bien, je vous livre encore mes dernières vanités de femme. Votre père Mathias est vieux. Il ne pourrait pas veiller sur vos propriétés. Moi, je me ferai votre intendant. Je me créerai des occupations que, tôt ou tard, doivent avoir les vieilles gens. Puis, quand il le faudra, je viendrai vous seconder à Paris dans vos projets d'ambition. Allons, Paul, soyez franc. Ma résolution vous arrange, dites. Paul ne voulut jamais en convenir, mais il était très heureux d'avoir sa liberté. Les soupçons que le vieux notaire lui avait inspirés sur le caractère de sa belle-mère furent en un moment dissipés par cette conversation que madame Évangélista reprit et continua sur ce ton. « Ma mère avait raison, » se dit Nathalie, qui observait la physionomie de Paul. « Il est fort content de me savoir séparée d'elle. » Pourquoi ? Ce « pourquoi » n'était-il pas la première interrogation de la défiance et ne donnait-il pas une autorité considérable aux enseignements maternels ? Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder plus facilement à la suite. Merci de mettre un pouce ou liker ou mettre un commentaire. À bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder plus facilement à la suite. Merci de mettre un pouce ou liker ou mettre un commentaire. À bientôt.